Bonjour à tous, content de vous retrouver. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà là dans la salle, donc bonjour à tout le monde. Et on va donner quelques secondes pour attendre l'heure exacte de 13 heures pour démarrer. Donc, je vous rappelle que vous n'hésitez pas si vous voulez approfondir quelque chose ou parler avec nous, appuyer, il y a un bouton pour prendre rendez-vous en haut de l'écran sur la gauche. Donc vous pouvez à n'importe quel moment appuyer sur le bouton et fixer une date pour qu'on se reparle euh, pour parler plus particulièrement de vos expériences et de vos sujets. D'autre part, l'ensemble des webinaires qu'on a fait sont disponibles en replay sur YouTube. Donc il y a un lien qu'on vous a mis aussi. Et puis, vous pouvez surtout n'hésitez pas à nous recontacter en passant soit par LinkedIn, soit par le site. Voilà, il est 13 heures. Donc, on va démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. J'espère que vous supportez tous la chaleur et que ça ne va pas poser de problème pour être concentré. Il faut se dire que demain, il fera beaucoup plus chaud, donc il faut profiter de la fraîcheur d'aujourd'hui. Je ne me rappelle plus comment je passe à la slide d'après. Ouais. Donc ce webinaire, il va être plus consacré à la gestion quanta mentale, c'est-à-dire à l'usage de produits quantitatifs pour soutenir, renforcer ou ajuster des visions fondamentales. Donc, c'est un mode de gestion qui est de plus en plus fréquent maintenant et auquel l'intelligence artificielle apporte des éléments tout à fait importants et nouveaux. Donc on va parler d'une part de l'évolution de la gestion et de l'évolution des techniques, voir comment la gestion et les techniques évoluent soit en parallèle, soit différemment. Et ensuite, on va aller prendre un use case autour du scoring ESG et voir comment on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour utiliser ou analyser des éléments de scoring ESG dans une optique de gestion de portefeuille. On verra ensuite les conclusions. Quelques mots pour vous rappeler qui nous sommes. Donc, moi, je suis dans le métier de la gestion bancaire dans le back-office et dans le middle office, dans le front office depuis un certain temps, plus de 37 ans, et en particulier dans des métiers de sous-traitance et de technologie. Et Scalnix, c'est une société que j'ai créée avec 4 associés en 2019 et qui s'appuie, c'est une fintech, qui s'appuie sur d'une part l'intelligence artificielle et d'autre part une très grande expertise en optimisation de calcul. L'un des freins essentiels de l'intelligence artificielle, c'est que ça nécessite un très 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 grand nombre de calculs. Et on est capable de faire des choses qu'il y a encore peu de temps, on ne pouvait pas faire, parce qu'on a fait d'énormes efforts et on a inventé vraiment des nouvelles manières d'utiliser les ordinateurs pour faire un très grand nombre de calculs en très peu de temps. On va commencer par l'évolution de la gestion et des outils. La gestion quanta mentale qui existe depuis quelques années, mais pas énormément. C'est pas quelque chose qui est extrêmement structuré, c'est un peu un concept soft. Mais globalement, il consiste à utiliser des outils de quant pour renforcer une gestion classique, une gestion traditionnelle, qu'on va appeler fondamentale, d'analyse des actifs, d'analyse des sociétés ou d'analyse des, des, des secteurs microéconomiques ou de l'évolution macroéconomique. Ça peut être un peu dans tous les domaines. La gestion quanta mentale, ça permet aux opérationnels de la gestion
d'utiliser des outils, d'utiliser des concepts fondamentalement mathématiques ou statistiques qui, qui, qui doivent pas représenter un frein et qui doivent pas être situés dans la manière de réfléchir et dans la manière de- d'activer les outils de gestion comme séparément de leur réflexion fondamentale sur les assets et sur l'économie. Il s'agit vraiment d'intégrer les deux, et donc c'est essentiellement basé sur le fait que les outils quantitatifs doivent aller vers les gestionnaires qui font de la gestion fondamentale et non pas le contraire. Donc il ne s'agit pas de changer le métier du gestionnaire, il s'agit plutôt d'amener vers la panoplie d'outils et de concepts qu'il peut utiliser avec son savoir-faire des outils quantitatifs. Par nature, l'IA, c'est un outil d'investigation qui a un très gros avantage, c'est qu'il permet d'identifier ce qui ne se voit pas, ce qu'on appelle des patterns, donc des relations entre des éléments ou des enchaînements d'événements, euh, des événements que, a priori, ou des acteurs ou des éléments économiques, enfin ça peut être un peu dans tous les domaines et ça peut être dans plusieurs domaines à la fois, de mettre en relation un certain nombre de choses qui, a priori, ne se voient pas. Pour ça, c'est pour ça qu'il faut faire une analyse sur un très grand nombre de données, ce qui est vraiment le principe de l'IA, c'est que on fait un apprentissage, soit sur des longues périodes, soit sur un grand nombre de données, mais cet apprentissage, il ne peut pas se faire sur un très petit nombre de données. Et l'objectif, c'est d'en tirer des conclusions sur des systèmes complexes, et on va juste un petit peu préciser les notions de complexité. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? Ce qu'on appelle un système complexe, c'est un système qui a un certain nombre de facteurs qui sont interagissants, donc qui agissent les uns sur les autres. Et quand on en change un, ça en change un autre, qui éventuellement, ça en change plusieurs autres. Et très rapidement, c'est très compliqué à modéliser, parce que c'est très compliqué à tester, c'est très compliqué à analyser de l'extérieur. Il y a un certain nombre de dépendances qui fait que plusieurs éléments dépendent d'un autre, et quand on change cet autre, ça change les autres éléments. Il y a des éléments de compétition, c'est-à-dire que le fait qu'un élément, un facteur du modèle a changé, déclenche la possibilité d'un facteur compétitif, des facteurs qui est en compétition avec lui, et du coup, la nature même des facteurs change quand le système évolue. Et puis les relations entre ces différents facteurs, les interactions sont en général non linéaires, donc elles ne peuvent pas se structurer de manière mathématique par une fonction simple. Et de même, les relations avec l'environnement sont en général non linéaires, et on ne peut pas les structurer sur des fonctions simples. Alors, ça fait que le système, c'est extrêmement compliqué. C'est même plus que compliqué, c'est complexe. C'est complexe à, à représenter. La non-linéarité rend l'ensemble du système quasiment impossible à définir uniquement par l'analyse. Il y a la notion d'émergence dont j'ai parlé, qui fait que certains facteurs vont émerger par l'évolution du système. Il y a des notions d'ordre spontané, c'est-à-dire que le système va s'auto-organiser dans certains de ces éléments. Il y a des notions d'adaptation avec des réseaux dynamiques d'interaction. Il y a des boucles de rétroaction. Tout ça ensemble dans un grand système. Donc, dès qu'il y a un grand nombre de facteurs, et quand on parle d'un grand nombre de facteurs, à la limite, c'est moins de 10, le système devient complètement impossible à, à définir avec des moyens habituels. Je veux juste insister sur le fait que complexe, c'est différent de compliqué. Quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui a des facteurs qui éventuellement ne sont, peuvent avoir un certain nombre de variations, mais en général, ils sont liés deux à deux, ils sont
linéaires, ils sont relativement faciles à lier 2 à 2. Leurs relations sont stables et elles sont en général figées par rapport à l'extérieur d'un système. Donc, si on dit que si jamais il y a de la pluie, la chaussée va être mouillée, que si la chaussée est mouillée, la chaussée va être glissante, que si la chaussée est glissante, il y aura plus d'accidents. Tout ça, par exemple, c'est un système qui n'est pas complexe, c'est un système qui est qui n'est pas simple non plus. On peut dire que c'est un système compliqué. Et dans un système complexe, l'information est beaucoup plus riche, les interconnexions, elles vont dans beaucoup de sens. Tous les points ne sont pas interconnectés avec tous les points. Il y a des points majeurs, il y a des points mineurs, il y a des interactions qui n'ont pas lieu. Mais il y a un très grand nombre de points avec des variétés d'états, des évolutions qui sont euh, difficiles à définir à l'avance. Et donc, il n'y a qu'une vision globale qui permet d'appréhender un système complexe. Il n'a pas d'ordre entre les facteurs intrinsèques et il est difficile à définir d'une manière simple. Et parmi les exemples de complexité, il y a les comportements humains. Les comportements de la foule sont par nature des comportements complexes, c'est-à-dire que le résultat du comportement d'une foule n'est pas l'addition du comportement de chacun des acteurs. Et le résultat, c'est quelque chose qui n'est en quelque sorte le résultat d'aucun des acteurs. C'est la foule qui aboutit à un certain résultat et ça n'est pas l'addition de la volonté des acteurs. Sur les marchés, bien sûr, c'est pareil puisque les marchés sont essentiellement guidés par le marché lui-même, qui lui-même est le résultat d'un certain nombre d'actions des acteurs, que ce soit un marché réglementé, un marché coté, que ce soit en macroéconomie, les fonctions monétaires ou les fonctions, les ratios macroéconomiques classiques. Tout ça, c'est le résultat des actions de chacun, mais ça n'est pas le total des résultats des actions, c'est une combinaison complexe. Alors, la difficulté, c'est d'amener des facteurs qualitatifs sur les assets de marché, c'est-à-dire de combiner des analyses de rendement, de risque, qui restent la base de la gestion d'actifs. Donc le principe de base de la gestion d'actifs, c'est d'arbitrer le risque et le rendement, avec combiner ça avec une recherche des impacts qui ne sont pas nécessairement directement liés ni au risque, ni au rendement. Par exemple, de plus en plus, apparaissent des risques qui ne sont pas directement des risques liés aux résultats de la gestion au sens économique. Des risques d'image, des risques de notation, des combinaisons de risques, des risques par rapport à la régulation, des risques par rapport à des ratios qui peuvent eux-mêmes changer, par rapport au marketing, par rapport à la relation avec les clients des fonds, etc. Donc tous ces risques, ils sont d'une nature complètement différente de la gestion strictement économique, mais les gérer complètement séparément de la gestion de l'actif, c'est un problème. Ça répond pas à une logique globale de la gestion. Alors c'est le cas par exemple du scoring ESG, qui est de plus en plus important dans la gestion et qui est difficile à intégrer dans la logique de gestion elle-même. Par exemple, alors nous, ce qu'on a fait pour montrer ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour améliorer l'usage du scoring ESG, c'est qu'on a pris un ensemble de fonds de Morningstar sur une date donnée. Et ces fonds, ils sont qualifiés chacun par, d'une part, les domaines d'activité euh, avec des pourcentages de leur domaine d'activité. Donc sur les domaines que j'ai marqués là, je ne vais pas tous les lire, mais l'alcool, animal testing, etc., les armes, l'huile de palme, les OGM, le tabac, oil and gas, etc. D'autre part, chacun de ces fonds a un score global sur le E de l'ESG, sur l'environnement, sur le social
sur, sur le G et sur l'ensemble, son rang ESG. Et puis, chaque fonds a un rendement à 1 mois et à 12 mois qui est calculé. Alors, on va prendre il y a à peu près 1400 fonds, un petit peu plus de 1400 fonds. Donc là, j'ai pris un extract de quelques exemples de ce fonds, mais c'est pas la peine d'avoir la liste totale. Mais ça représente un tableau dans lequel il y a 1400 fonds bien identifiés et pour chacun, les ratios que j'ai indiqués tout à l'heure. Et la question est: qu'est-ce qu'on peut faire de ce type d'information pour améliorer notre gestion et pour atteindre nos objectifs de gestion? La méthode usuelle, qui fait sens, qui est tout à fait logique, elle consiste à traiter séparément l'ESG et la gestion, et souvent en commençant par traiter l'ESG, parce qu'à la limite, d'une certaine manière, si on réduit l'ESG à juste une relation simple entre un score et une société, c'est quand même très logique de se dire: ce que je vais faire, c'est que je vais exclure de mon environnement de gestion, de mon domaine de gestion, de mon horizon, les titres qui ont une notation ESG qui ne me conviennent pas. Alors, selon les cas, ça peut être une quantité plus ou moins grande de l'environnement, de quelques dizaines de pourcents à 60-70% si on est extrêmement exigeant et qu'on a des contraintes ESG très fortes. Donc, on réduit simplement l'environnement. Et ensuite, on va travailler comme d'habitude sur l'environnement réduit. On va chercher dans quel type d'entreprise on veut investir et choisir les bonnes entreprises au fur et à mesure. L'activité classique du gestionnaire de portefeuille. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est basée sur l'exclusion et donc elle est basée sur l'exclusion d'un grand nombre d'opportunités. Et qu'il pouvait y avoir dans la partie de cible d'actifs qui a été exclue, peut-être des exclusions qui étaient basées sur des critères qui nous concernaient peu, en les regardant simplement comme de manière binaire, en disant oui ou non. On a probablement exclu des actifs qui auraient pu nous intéresser, et donc on a exclu des opportunités de réussite de gestion, et donc on s'enferme un peu dans un corner quand on fait ça. L'objectif de notre use case, ça va être donc d'éviter cette méthode d'exclusion séparée de la méthode de gestion et de tout intégrer ensemble dans un modèle qui va vivre et qui va être mis en œuvre et mis à jour de manière continue. Donc on va faire une analyse d'intelligence artificielle sur ces fonds qui intègre la partie qualitative et la partie quantitative. Donc dans ces fonds, la méthode qu'on utilise, c'est que en base, on utilise les datas d'OSG, les produits, comme je l'ai dit, les domaines d'activité et les returns. Et on va rechercher un modèle causal qui interconnecte les différents facteurs de domaine d'activité, les différents scores, et on va se concentrer sur le rendement à 12 mois, qui est plus significatif pour notre use case que le rendement à 1 mois. Et à partir de ça, on va construire un nouveau score ESG, une nouvelle, euh, une nouvelle classification des fonds, en n'ayant ajouté aucune information, en ayant uniquement retraité les informations que je viens de vous détailler, pour essayer d'en tirer plus de guidance sur notre manière de travailler, plus d'usage pour faire du rendement. Pour ça, on utilise l'outil de Scalnix, hein, qui consiste à prendre de manière assez simple un fichier CSV ou un fichier Excel, à le mettre dans l'environnement et à lancer un traitement automatique qui va faire cette analyse entre les liens, entre tous les facteurs, qui va identifier des relations causales entre certains facteurs qui n'auraient absolument pas pu être identifiés en quelque sorte ni à l'œil nu, entre guillemets, ni sous forme d'analyse,
et il va permettre ensuite de les classifier, de les rendre visibles et de les affiner et de les choisir selon l'usage de chacun des opérationnels. Donc le premier élément qu'on peut avoir, c'est une table de corrélation. Ça, cette table de corrélation, c'est très facile à faire et ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que quand vous trouvez une corrélation entre certains éléments d'activité et certains éléments de portfolio, vous trouvez en général des choses qui sont assez attendues et qui ne vous amènent pas à une très grande, à une très grande analyse. Donc justement, l'intelligence artificielle causale doit permettre d'aller bien au-delà de la simple corrélation, doit pouvoir identifier des causalités. Et voilà le type de diagramme que l'intelligence artificielle causale permet de mettre à jour. Donc dans un certain nombre de conditions et selon, on va venir un petit peu plus dans le détail sur tous les paramètres qui sont assez importants pour faire ce genre de choses. Mais le diagramme qu'on vous dit, c'est un diagramme qui met en relation chacun des facteurs qu'on a identifiés et mis dans la machine et qui va être capable de les classer, de mettre les flèches. Quand elles sont bleues, ça veut dire que la relation entre le facteur initial et le facteur résultant est dans le même sens, c'est-à-dire quand le facteur initial augmente, le facteur résultant augmente. Quand c'est une ligne rouge, elle est dans l'autre sens. Le facteur initial augmentant, le facteur résultant va diminuer. D'autre part, l'épaisseur du trait est fonction de la dimension, de la causalité. Et ce qui intéresse surtout là, en l'occurrence, par exemple, c'est qu'à la fin, on a une convergence sur M12, donc sur le rendement. Voilà, je vais aller directement sur le résultat de ce qu'on obtient et après je vous redonnerai quelques petites indications sur la manière, la difficulté qu'on peut avoir à faire ce genre de choses. Mais je vais directement sur le résultat parce que ces résultats, c'est les résultats qui peuvent être assez facilement accessibles pour les opérationnels, sans avoir besoin de grandes quantités de connaissances et d'expertise en data science. Donc ça, cette courbe, c'est la performance cumulée des fonds par score ESG brut décroissant, c'est-à-dire que je prends les scores ESG de Morningstar à l'origine et je pars du premier jusqu'au dernier et vous voyez qu'au total, il y en a à peu près 1400 et je vois quelle est la constitution de ce de ces scores. Donc si jamais j'avais choisi, par exemple, d'exclure sur ces 1400 fonds la moitié, par exemple, j'avais dit j'exclus 50% de mon univers. Dans ce cas-là, je me serais arrêté à 700, entre 600 et 800, et je n'aurais regardé que les 700 premiers fonds et j'aurais complètement ignoré ceux de la fin. Ici, on voit la différence par rapport au scoring qu'on a obtenu avec l'ESG, avec l'intelligence artificielle. Notre scoring retraité, c'est la ligne orange. Et là, vous voyez le rendement cumulé en classant les fonds en fonction de notre score ESG. Et ce qui est très important, c'est de bien comprendre que ce score ESG n'intègre pas comme donnée de classement le rendement. Le rendement était un des éléments d'analyse du modèle, mais le rendement n'est pas un élément, un facteur de tri. Il ne fait pas partie des facteurs de tri pour composer cette nouvelle classification. Et vous voyez que la ligne orange est sensiblement au-dessus de la ligne bleue, c'est-à-dire que à chaque fois, l'écart que vous avez entre la ligne bleue et la ligne orange, c'est l'écart de rendement que vous avez en choisissant les fonds classés soit de manière brute, soit avec le traitement IA. Donc, par exemple, si vous prenez les 200 premiers fonds, si vous aviez utilisé le classement brut de SG et que vous preniez les 200 premiers fonds, vous auriez à peu près moins 1%
de résultats sur vos 12 mois en rendement. Alors que si vous preniez les 200 premiers fonds ESG avec le classement intelligence artificielle, vous avez plus de de rendement. Et évidemment, quand vous arrivez à la fin au 1414, vous avez le même, là il y a convergence entre les deux ensemble qui deviennent tous les deux le même total. Ça, c'est la même chose, mais uniquement sur les 50 premiers, donc c'est un extract sur les 50 premiers fonds, et là c'est la même logique, vous voyez l'écart entre le rendement que vous allez obtenir en orange en utilisant les classifications intelligence artificielle, comparé avec le bleu qui serait le scoring brut ESG. Ici, vous avez le scoring ESG cumulé entre le score d'origine qui est bleu, le score brut, et le score ESG des actifs choisis par l'intelligence artificielle. Vous voyez que le score ESG global est bien sûr un peu inférieur. C'est normal puisque par nature, le score bleu, il est basé sur la sélection systématique du meilleur score brut. Donc c'est normal que le score ESG global soit un peu inférieur quand on a modifié l'ordre des actifs, hein, et que le ranking a été affiné. Il devient exactement le même à la fin quand on arrive sur les 1414. Mais par contre, hein, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu inférieur, mais c'est pas énormément inférieur. Donc, si on considère qu'on est dans les ordres de grandeur qui nous intéressent, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'exclure 50% de notre univers de gestion dans le cadre de l'exclusion, on arriverait à 700. Entre 600 et 800, là, c'est 700. Et vous voyez que là, à ce niveau-là, l'écart entre le score ESG de la courbe orange et celui de la bleue est insignifiant. Il est quasiment à zéro. Donc, on voit bien que si on se concentre sur, par exemple, les 200 ou les 400 meilleurs scoring, en fait, probablement, ce scoring, il est compatible avec vos organismes, avec vos horizons de contraintes ESG, mais il fournit un bien meilleur rendement. Une autre manière de représenter les écarts, c'est d'utiliser des heatmaps. Alors les heatmaps, ça consiste à représenter, c'est ce qu'on utilise en industrie pour mesurer des points de chaleur, des points de friction importants ou des points de risque. C'est une représentation basée sur les couleurs. Plus c'est foncé, plus l'impact est fort. Donc verticalement, vous avez 50 fonds, et horizontalement, vous avez les différentes catégories d'activités. Vous voyez que sur les 50 fonds du top 50 à gauche, qui sont le score brut ESG, il y a un certain nombre de points noirs, de points rouges foncés, qui veut dire que ce sont des éléments qui vont générer une baisse sensible de la performance ESG. Si vous prenez le top 50 sur la base de ce qui a été fait par l'intelligence artificielle et dont je vous ai montré tout à l'heure que le rendement était meilleur, vous voyez aussi qu'il y a beaucoup moins de points noirs et beaucoup moins de points foncés. C'est un environnement beaucoup plus homogène du point de vue du scoring ESG, beaucoup plus clair et donc meilleur, en fait, bien plus conforme généralement à la plupart des contraintes de gestion. Alors je reviens sur les challenges de l'IA. Je pense que ce qui apparaît, ce que je cherche à montrer dans ce webinaire, c'est effectivement, que les résultats sont non pas triviaux, mais ils sont, assez visibles et ils sont assez simples à comprendre, bien qu'ils soient basés sur quelque chose de très compliqué à faire. Alors, je reviens sur qu'est-ce qui fait que l'IA, c'est difficile. Comme
Tout le monde le sait, c'est difficile parce qu'il faut beaucoup de données, donc il faut une grande automatisation des traitements et il faut que cette automatisation, elle soit extrêmement fine parce qu'elle est pas, triviale, elle est pas évidente et elle doit s'adapter aux conditions. Il faut gérer la complexité, il faut gérer les interactions et les non-linéarités, donc il faut avoir des modèles extrêmement profonds qui font beaucoup, beaucoup de calculs à chaque étape, hein, pour faire de l'analyse sur en quelque sorte des milliards de relations entre les facteurs. Il faut des calculs méthodiques et une recherche holistique. Ça, c'est un point qui est très important pour moi. Recherche holistique, ça consiste à rechercher partout. C'est-à-dire, ça consiste non pas à rechercher ce qu'on veut trouver à un endroit, à avoir une analyse et aller chercher les données pour confirmer son analyse, ce qui est la plupart du temps sujet à beaucoup de biais cognitifs d'ailleurs. Ça consiste au contraire à mettre en place une méthode en quelque sorte neutre, qui n'a pas de préjugés en soi, qui recherche méthodiquement partout un certain nombre de relations, un certain nombre de modélisations entre différents facteurs. C'est en cela que c'est holistique, ça recherche dans toutes les directions. Et en ça, c'est une sorte d'éloge de la sérendipité, c'est-à-dire la sérendipité, c'est le principe qui consiste en science à trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. En général, c'est à trouver à faire une découverte scientifique quand on cherchait autre chose et on trouve, entre guillemets, par hasard, quelque chose qu'on ne cherchait pas. Là, c'est un peu la méthode qu'on cherche à appliquer sur l'IA, c'est-à-dire utiliser ces outils pour chercher de manière neutre dans toutes les directions et trouver, parfois, entre guillemets, c'est un peu provocateur, mais trouver par hasard. Donc les progrès de l'IA, ils sont complètement indissociables des progrès d'optimisation de calcul. Et c'est vraiment dans cette capacité de faire un très 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 grand nombre de calculs et à bien les organiser qu'on peut réussir à obtenir des résultats intéressants en termes d'IA. Sinon, on trouve des résultats triviaux et biaisés. Pour ça, il y a un élément important que je n'ai pas défini, mais je veux juste quand même le mentionner avant de terminer, c'est la discrétisation. Comme je l'ai dit, les relations entre les différents éléments ne sont pas linéaires, et donc quand vous avez un une donnée qui peut prendre n'importe quelle valeur sur une échelle, quelle qu'elle soit. Elle n'a d'intérêt à être analysée comme telle que si elle permet d'être intégrée dans une fonction linéaire. Alors que quand on va travailler sur une base de discrétisation, ça veut dire qu'on va catégoriser les données sous forme de, par exemple, diviser un ensemble de données en 2, 3, 4, 5 groupes, évidemment, éventuellement, ça dépend. Et on va les appeler petites, moyennes, grandes, par exemple, ou leur donner des catégorisations, mais les regrouper dans des ensembles limités. Et donc, au lieu d'une fonction linéaire, on transforme ça en fonction discrète. Et ça, c'est la base de ce qui va permettre de faire des très très grands nombres d'analyses de l'environnement qu'on veut faire. Et là, évidemment, selon la manière dont on va discrétiser son environnement et ses données, on ne va pas trouver les mêmes résultats et on ne va pas avoir la même efficacité dans les analyses. Le réglage de l'analyse pour faire les bonnes discrétisations, ou en tout cas, quand on dit bonne, disons, pour faire les discrétisations efficaces par rapport à nos objectifs, c'est c'est quelque chose d'assez fin. Et c'est vraiment la base de ce qui va donner des résultats qui vont pas être plus justes, mais qui vont être plus efficaces. Et pour ça, on a aussi besoin de beaucoup de capacités calculatoires pour tester les modèles de discrétisation. Et donc, pour ça, on utilise l'intelligence artificielle elle-même. Ce qui fait que l'intelligence artificielle est un élément qu'on utilise pour mettre au point les modèles d'intelligence artificielle. De même qu'on va aussi utiliser l'intelligence artificielle pour tester les résultats de ce qu'on a obtenu de l'intelligence artificielle. Donc l'IA, elle est à plusieurs niveaux, et il y a plusieurs euh, catégories, disons, d'intelligence artificielle qu'on va utiliser dans le cadre d'une étude comme ça, et qu'on va combiner.
Voilà ce que je voulais vous dire globalement. Je veux juste faire un petit, pitch, celui-là il est en anglais, mais je pense qu'il est compréhensible, sur l'intérêt de l'intelligence artificielle causale, qui est celle que nous on met en avant et qu'on utilise dans nos outils, qui permet non seulement dans un niveau 1 d'analyser un environnement et de dire voilà ce qui apparaît et voilà comment je peux euh, analyser ce que je vois. Et dans un niveau 2, on peut l'utiliser pour faire des what if scénarios, des stress tests sur des environnements extrêmement complexes en disant si je modifie telle donnée, qu'est-ce qui va se passer? Si je modifie telle relation entre des données, qu'est-ce qui va se passer? Et ça peut être très très intéressant pour comparer des scénarios, pour comparer des stratégies d'investissement. C'est utilisé bien sûr dans les banques pour la partie corporate aussi, pour l'analyse des risques, etc. Et puis le troisième niveau, euh, c'est le niveau de l'analyse contrefactuelle, c'est-à-dire on peut revenir analyser des éléments passés en se disant qu'est-ce qui se serait passé si tel événement avait été différent. Et ça permet aussi d'avoir une analyse extrêmement riche de bilan sur, par exemple, la manière dont on s'est hedgé contre un risque. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça valait le coup ce qu'on a payé pour le hedging par rapport au risque qu'on avait? A posteriori, en utilisant les données qu'on connaît a posteriori, est-ce que ça valait le coup? Ça peut être aussi sur la manière de valider si nos modèles ESG ils sont conformes aux intérêts non seulement des contraintes qui nous sont données, mais de nos investisseurs et du rendement. Et on est capable donc de refaire après coup des analyses du passé euh, en changeant des éléments. Ça s'appelle l'analyse contrefactuelle. En conclusion, la puissance de l'IA causale, c'est que c'est vraiment l'IA qui est destinée directement aux opérationnels. C'est pas uniquement destiné à des data scientists. Ce que ça produit des modèles simples, bien que bien qu'ils soient basés sur une analyse de systèmes complexes. Ça produit des représentations qui sont aisément compréhensibles par tout le monde, par tous les professionnels. Et ça produit des modélisations qui sont directement une réponse aux besoins du métier de la gestion et non pas du métier de la data. Alors évidemment, ça sert aussi aux data scientists. Là, ce que je veux mettre en avant, c'est que ça peut servir en particulier la gestion, mais c'est bien sûr très utilisé par la data scientist, évidemment. Alors, in fine, le bénéfice en termes de gestion pour un gestionnaire, c'est que ça réduit les périmètres d'exclusion a priori. Ça augmente beaucoup la flexibilité dans la gestion des portefeuilles. Ça permet d'anticiper des évolutions scoring et d'environnement et d'adapter au fur et à mesure ces modèles aux changements soit du marché, soit de l'environnement économique, soit de nos objectifs, de nos stratégies ou de notre relation avec les investisseurs. Et puis ça permet de mesurer, ça permet de donner des mesures intermédiaires au lieu de juger sur des approximations ou sur des résultats globaux, ça permet de mesurer des éléments de détail. Et in fine, l'objectif, c'est de faire que les critères ESG ne sont plus une contrainte exogène qui doit juste être traitée en amont et réduire un univers de gestion, mais qui deviennent un paramètre d'optimisation du rendement lui-même. Et en principe, en utilisant ces outils, en appliquant des contraintes sur l'ESG, on est capable d'augmenter son alpha. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, je vois une question sur l'IA causale. Vous voulez préciser les modalités de construction du graphe présenté dans les premiers slides. Alors,
Comme peut-être que j'ai un peu répondu à votre question sur la fin de mon slideshow, mais l'IA causale, j'ai répondu à ça un peu dans les précédents webinars, donc je vous invite aussi à regarder les précédents webinars, mais l'IA causale, elle consiste à créer une représentation d'un système complexe et non pas à tenter une estimation statistique sur la résultat sur un environnement global. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de dire que sur tel environnement, il y a 90% de chances que telle chose se passe. Il est au contraire de dire sur un, comment dire, un événement bien précis ou une personne bien précise qui a telle et telle et telle caractéristique, la probabilité que tel événement se passe est de temps. Mais ça s'adresse, ça permet de faire ces estimations et ces calculs sur des individus bien précis et non pas sur des populations d'individus. Donc c'est un travail qui aboutit à un système probabiliste et non pas un système statistique. Si vous voulez, la personne qui a posé la question, il ne faut pas hésiter, on peut vous mettre en contact avec moi et je vous montrerai plus en détail ce que ça représente du point de vue technique et du point de vue du bénéfice. Voilà, vous pouvez tous, n'hésitez pas à me contacter, j'ai toujours plaisir à parler avec vous, avec tous les assistants, toutes les personnes qui assistent à mon webinar. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le bouton, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou après coup, en connectant sur LinkedIn ou sur notre site. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais sinon, je vous souhaite... Ah oui, on est présent sur Vivatech. Donc, si certains d'entre vous passent à Vivatech, surtout n'hésitez pas à nous rendre visite. On aura plaisir aussi à vous rencontrer là. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et je vous dis à la prochaine fois. Merci à tous. Le webinaire, on va vous envoyer le lien, on va le mettre à disposition sur YouTube, on va vous envoyer le lien.